112e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur, et cette semaine, nous voulions absolument revenir sur Alice Guy, le nouveau titre du duo Catel et Bokeh, édité chez Casterman. Dans un deuxième temps, on vous présentera nos 6 coups de cœur de la semaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question de mortes vivantes, d'histoires mystérieuses et familiales, de prostitution masculine, du peintre Edgar Degas de sportifs engagés, ou encore du réalisateur Patrice Lecomte. Un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir toutes les 2 semaines en notre compagnie. Après plusieurs albums consacrés à Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges ou encore Joséphine Baker, c'est à la cinéaste Alice Guy que le duo Catel et Bokeh consacre son nouvel ouvrage. Si les 3 premières mentionnées ont laissé derrière elles un héritage qui fait qu'on les connaissait encore avant que les 2 auteurs leur consacrent un album, c'est un peu moins le cas pour la nouvelle venue. Il faut dire que d'Alice Guy, il ne reste plus grand-chose, bien souvent son nom a été soigneusement effacé des crédits des films qu'elle a réalisés et peu de monde se penche sur son cas depuis 1968, date de sa disparition. C'est un heureux concours de circonstances, le fait que José-Louis Bokeh, scénariste de cet ouvrage, soit l'exécuteur testamentaire de Francis Lacassin qui a permis de redécouvrir cette femme qui a disparu à l'âge de 95 ans. Il faut dire que Lacassin avait publié au cours de sa carrière un ouvrage intitulé « Pour une contre-histoire du cinéma » et c'est dans ce livre qu'il mentionne celle qui avait pourtant à son actif plus de 500 films. C'est donc à cette clandestine de l'histoire, quand même à les appeler Catel-Müller au dessin dans cet ouvrage, que rend hommage Alice Guy, 4e opus de cette belle et riche collection qu'édite la maison Casterman. C'est une plongée à la fin du 19e siècle que nous propose ce titre au moment où l'industrie du cinéma va connaître sa naissance à la faveur de quelques inventeurs qui ont envie de créer un art du mouvement. Si l'histoire a retenu les frères Lumière, ils sont en fait quelques-uns à tourner autour de cette invention comme Georges Démeny, Louis Gaumont ou encore Georges Méliès. Si les uns sont plutôt des montreurs d'images, les autres sont de véritables inventeurs qui vont créer et perfectionner cet art et les appareils pour le projeter à la fin du siècle. Mais que vient donc faire Alice Guy dans cette histoire qui, comme vous l'aurez deviné, est une histoire d'homme ? Embauchée au comptoir de la photographie comme sténodactylo, elle assiste aux premières loges à cette effervescence à laquelle elle ne manque jamais de donner son point de vue et des conseils. Celle qui adorait le théâtre dans sa jeunesse se prend bientôt de passion pour l'art de la mise en scène et se met à réaliser en dehors de son temps de travail des petits films amusants et divertissants qui rencontreront très vite un certain succès. À l'aise dans ce milieu, celle que l'on prend la peine d'écouter et à qui l'on confie des réalisations de plus en plus ambitieuses commence aussi à faire la renommée d'un certain Gaumont avec qui elle travaille. Mais très vite, à la faveur d'une rencontre qu'elle fera avec Herbert Blaché, elle se marie à son premier enfant et quitte la France pour s'installer de l'autre côté de l'Atlantique, direction les États-Unis. Là-bas, c'est aussi l'effervescence, le cinéma ne s'est pas encore installé à Hollywood et celle que l'on appelle désormais Alice Blaché continue de mener de front carrière professionnelle et vie familiale sans jamais se plaindre. La réalisatrice détonne aussi dans ce petit milieu par son audace qui la pousse à embaucher personnel et comédiens quel que soit leur sexe ou même leur couleur de peau, ce qui fait scandale de l'autre côté de l'Atlantique. Faute d'avoir senti le vent tourner et d'avoir compris que l'industrie cinématographique était déjà en mutation, en proie aussi à des problèmes conjugaux, Alice Blaché s'isole, se sépare de son mari et cela marque pour elle le début de la fin. Contrainte de rentrer en France, ruinée, elle tentera de remonter un studio de cinéma avant de comprendre que non seulement on ne l'a pas attendue dans son pays d'origine, mais qu'on l'a fait disparaître de la jeune histoire du cinéma français. Sans amertume, mais avec des regrets, elle terminera son existence chichement en essayant d'être antiquaire, mais sans véritable réussite. Comme toujours avec le duo Catel-Bokeh, l'album procède par petites touches où chaque chapitre nous entraîne dans un lieu et une année
pour nous raconter un moment marquant de la vie de son héroïne. Cette façon de raconter permet de donner un certain rythme à l'ensemble où s'alternent des périodes courant sur une page avec d'autres qui en font une vingtaine. Il a fallu 3 années au duo pour travailler sur cet album qui regorge d'informations et qui plonge le lecteur dans une époque bien retranscrite ici par le très beau dessin en noir et blanc de Catel Müller. Avec son style fourmillant de détails et son dessin aux traits généreux, Catel nous propose un ravissement pour les yeux en même temps que l'on se plonge avec gourmandise dans cette biographie d'une cinéaste injustement oubliée. Catel et Bocquet réparent cette injustice et c'est un bel hommage qu'ils rendent ici à une Alice Guy qui reprend vie le temps de cette lecture enrichissante. En fin d'album, une 50aine de pages sont consacrées à une biographie très détaillée d'Alice Guy et une galerie biographique là aussi des personnages que l'on retrouve tout au long de cette lecture. Nous attendions de nous plonger avec grande impatience dans ce livre que nous propose un duo qui sait véritablement remettre sous la lumière de l'histoire des personnages féminins injustement oubliés. Alice Guy est un album d'une très grande qualité, un titre qui fait 322 pages que l'on avale d'un trait tant l'ensemble est passionnant. Coup de cœur de la semaine, édité comme nous le disions chez Casterman, voilà typiquement le genre d'album sur lequel vous pouvez vous précipiter les yeux fermés, ou plutôt on vous conseille de les laisser ici bien grands ouverts. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons la revue des sorties de cette fin septembre avec Degas, la danse de la solitude, un titre qui, comme vous l'avez compris, revient sur la vie d'Edgar Degas, l'un des grands maîtres de la peinture française du XIXe siècle et du début du XXe. Ici, il n'est pas tant question de mettre en avant le travail artistique du peintre que de s'intéresser à qui il était et d'en dresser un portrait à la fois fidèle et singulier. En effet, c'est véritablement un personnage très particulier qui apparaît au regard du lecteur dans cette bande dessinée au dessin très stylisé et précis qui fourmille de détails pourvu que l'on s'attarde sur chaque case. Le portrait que dresse le scénario de Salva Rubio et le dessin d'Effa n'est véritablement pas des plus reluisants puisque dès les premières pages le ton est donné, le peintre nous est décrit machiste, anti-Dreyfusard, antisémite et pour tout dire assez asocial. Pour autant, Degas arrive tant bien que mal à se faire une place dans le monde très fermé des peintres français, lui qui refuse pourtant tout académisme et qui se moque bien volontiers de ses camarades impressionnistes. Pourtant, pour mener à bien sa carrière et réussir à faire parler de lui, il n'hésitera pas à faire des impressionnistes ses alliés pour mettre sur pied des expositions qui se feront en marge du très officiel salon. Parallèlement à sa vie d'artiste, l'album questionne aussi la vie privée de Degas, ainsi que ses amours, et de ce point de vue-là aussi, le titre se veut très instructif. On y découvre un Degas qui se tient éloigné des femmes, même lorsque l'une d'elles semble s'intéresser de très près au peintre. C'est le cas de Marie Cassatt, jeune femme qui vient des États-Unis et qui se prend tout de suite d'affection pour ce peintre bougon, dont on se demande toujours, au détour d'une page, ce qu'elle peut bien lui trouver. Il n'en reste que cet album est vraiment plaisant à parcourir, qu'il est agrémenté par un très large dossier à la fin de l'ouvrage qui revient sur la grande solitude qui aura accompagné Degas tout au long de sa vie. Édité chez Le Lombard, voilà typiquement le genre de titre capable de plaire non seulement aux amoureux du 9e art, mais qui sera aussi très passionnant à lire pour celles et ceux qui aiment la peinture. C'est dans le monde de la prostitution masculine que nous entraîne l'album suivant, Autopsie d'un imposteur, titre que l'on doit au très bon duo Vincent Zabu au scénario et Thomas Campi au dessin. C'est une plongée à la fois dans ce monde particulier et dans les pensées de son personnage principal que ce titre troublant et passionnant nous entraîne. S'appuyant sur un phénomène en expansion, celui de la prostitution chez les étudiants et étudiantes, qui voilà un moyen de financer quotidien et études, l'album nous propulse toutefois dans les années 50. Nous y suivons Louis Dansard, jeune homme ambitieux qui se rêve en futur avocat et appartenant à la bourgeoisie de la capitale belge. En attendant de réaliser son rêve, il observe avec envie et convoitise les beaux vêtements et les belles manières de ces messieurs-dames de la haute et rêve d'appartenir à leur monde.
C'est sa colocataire Camille, elle-même prostituée, qui va lui faire pénétrer un autre univers lui permettant de gagner de l'argent facilement, mais en même temps de se perdre. Il y fait la rencontre d'un personnage énigmatique, Monsieur Albert, dont on ne sait jamais vraiment s'il est son souteneur ou sa conscience. Il faut dire que la bande dessinée tire toute sa force et son originalité dans le dialogue qu'elle met en place entre le narrateur et le héros de cette histoire, lui-même en prise avec Monsieur Albert, sorte de conscience de Louis. Pour effectuer son métier, Louis a d'ailleurs changé de nom et c'est sous le pseudonyme de Sacha qu'il est connu de ses clientes. En 78 pages, d'un album qui nous a scotché, Autopsie d'un imposteur pose comme question celle de se perdre totalement dans quelque chose que l'on peut faire au quotidien, mais que l'on réprouve. Sans jamais juger, l'album nous fait entrer les coulisses d'une prostitution que l'on a moins l'habitude de voir que la prostitution féminine. Au passage, on aime toujours autant le dessin de Thomas Campi qui, par le choix de ses couleurs et l'expressivité qu'il donne à ses personnages, finit de rendre ce titre passionnant. Édité chez Delcourt, voilà un album que l'on recommande chaudement cette semaine. C'est du côté de Sous Brouillard que l'on vous entraîne pour notre coup de cœur suivant, afin de découvrir la vie de ces gens qui habitent ce petit coin paumé où personne ne s'y arrête. Enfin personne. Ce n'est plus vraiment le cas depuis que Sarah a décidé d'y poser ses valises pour un moment, le temps de réussir à remonter son histoire familiale. En effet, celle qui se nomme Sarah Delevant est en fait orpheline et depuis que celle qui l'a élevée lui a laissé un mystérieux papier avec le mot Sous Brouillard inscrit dessus, elle est persuadée que ses racines sont à chercher dans ce petit village. C'est d'abord la pluie et une ambiance froide et peu amène qui ont accueilli cette jeune femme rousse qui dénote sur ce territoire austère. Mais bientôt, en apprenant à connaître les lieux et les habitants du village, c'est tout un autre panorama qui va se présenter à elle, symbolisé par la messe du dimanche matin qu'anime la surprenante sœur Martine Sauveur. C'est ainsi que le lecteur comme Sarah se laisse porter par les figures locales qui tour à tour vont se présenter à nous et raconter leurs histoires, souvent au pied de la Vierge de la Chapelle aux Ronces. Il faut dire que le duo Anne-Caroline Pandolfo au scénario et Terkel Risberg au dessin sait véritablement raconter les histoires et les mettre en images, et une fois de plus cet album éparpille les petites histoires pour mieux les imbriquer ensuite. En un peu moins de 200 pages, on est embarqué dans le quotidien de ce village où chacun semble avoir un destin relié aux autres habitants de la ville et au village de Sous Brouillard. C'est sœur Martine Sauveur qui a su redonner de l'élan à cette communauté, devenue triste et morne au fil des années et plombée par la mystérieuse tragédie survenue au lac. Galerie de personnages enlevés, Sous Brouillard possède une narration impeccable et sait retenir toute l'attention du lecteur de la première à la dernière page. Après Serena ou Enferme-moi si tu peux, les deux précédents projets du duo Pandolfo-Richberg, ce nouvel opus vient confirmer tout le bien que l'on pense de ce binôme qui n'a pas son pareil pour nous faire pénétrer leur univers. Paru chez Dargaud le 17 septembre dernier, voilà un titre sur lequel on vous conseille de vous précipiter si vous voulez passer un très bon moment de lecture. On l'a redécouvert scénariste en bande dessinée récemment avec Deux passantes dans la nuit. Cette fois-ci, Patrice Lecomte devient le héros d'une aventure dont Lecomte fait son cinéma. C'est d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce qui fut l'une de ses premières passions, la bande dessinée, lui qui avait fait de Gottlieb le scénariste de son premier film « Les WC étaient fermés de l'intérieur ». Pour cet album, qui vient tout juste de sortir en librairie et qu'édite Dupuis, c'est Joub au scénario et Nico Bi au dessin qui dressent un portrait de l'auteur des Bronzés en 144 pages. L'idée pour le duo était de talonner le réalisateur pendant quelques mois afin de montrer ce qu'est le quotidien d'une personnalité comme Patrice Lecomte, même quand le cinéma est à l'arrêt pour cause de coronavirus. C'est au Festival de cinéma du Croisic que se rencontre pour la première fois ce trio, puisque l'album met non seulement en image le metteur en scène, mais aussi Joub et Nico Bi eux-mêmes, ces deux nouveaux compères du quotidien. Ce titre permet de plonger dans les coulisses du cinéma, mais d'aller bien au-delà de l'envers du décor, puisque nous y découvrons les projets avortés, les films qui ne se feront jamais, et tout ce qui fait le quotidien d'un Patrice Lecomte qui fourmille d'idées. Ainsi, on se prend à être la petite souris qui découvre l'évolution du casting d'un film, les financements que l'on n'arrive pas à trouver pour boucler un projet, ou les adaptations que l'on prépare et qui ne se feront peut-être jamais.
En plus d'être véritablement instructif sur les coulisses du cinéma, l'album fait aussi une large place à l'humour, comme cette scène où un passant pense avoir reconnu Francis Weber en croisant Patrice Lecomte. On prend un véritable plaisir à la lecture de cette bande dessinée et le dessin si identifiable de Nick Hobby joue pour beaucoup, lui que l'on retrouve toujours avec plaisir au crayon. Ici, il sert à merveille cet album que vous prendrez plaisir à découvrir, tant le scénario est bien ficelé, le dessin très agréable et le héros de l'aventure, l'une des grandes figures du cinéma français. Que peuvent avoir en commun les footballeurs Marcus Rashford ou Megan Rapinoe, le boxeur Mohamed Ali ou encore la patineuse Surya Bonali et les athlètes Caster Semenya ou Tommy Smith? Toutes et tous se sont engagés pour une cause en marge de leur carrière sportive, avec parfois le risque même que cet engagement ne nuise au bon déroulement de la dite carrière. C'est un très bel album paru chez Marabule qui nous raconte 10 destins hors du commun, 10 engagements sincères et complets de sportives et sportifs en faveur de différentes causes. Génération Point Levé, 10 histoires de sportifs militants est le titre de cet ouvrage que l'on a dévoré d'un trait, tant c'est passionnant de découvrir ces 10 histoires singulières. L'album s'ouvre avec l'engagement récent de Marcus Rashford, jeune joueur de Manchester United, en faveur des enfants défavorisés. Au cours des récents confinements, il a milité activement pour que chaque jour, les repas continuent d'être servis gratuitement pour les enfants des familles les plus modestes. Lui-même issu de ce milieu, l'album nous rappelle combien on peut devenir très riche sans pour autant oublier de là où l'on vient. En s'intéressant à l'athlète Caster Semenya, l'album pose aussi la question de l'intersexualité, puisque celle qui est née fille et qui a longtemps époustouflé les garçons lors des compétitions mixtes s'est trouvée au cœur d'une polémique. En plus d'une apparence jugée très masculine, ses concurrentes la trouvent beaucoup trop forte, et c'est ainsi que des tests sont réalisés sur elle pour connaître son genre. C'est à cette occasion qu'on découvre qu'elle n'entre pas dans la catégorie homme ou femme, puisqu'elle est déclarée intersexuelle, c'est-à-dire sans sexe défini. La Fédération internationale d'athlétisme ayant tout fait pour la mettre hors jeu, quitte à exiger un taux de testostérone donné avant de prendre le départ, celle-ci est contrainte de renoncer aux grandes compétitions. Elle ne baisse pas les bras pour autant, maman, porte-drapeau des femmes intersexes et joueuse de foot en attendant de pouvoir reprendre son sport de prédilection, elle se bat au quotidien pour faire sienne la phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Tout cela et bien d'autres destins encore sont racontés dans ce superbe titre qui mélange texte et dessin sur 15 à 20 planches pour chaque sportif et sportive. Nous le devons au scénario de Karim Nedjari, journaliste spécialisé dans le sport, et au dessin de Chloé Célerine. En 160 pages, cet album que l'on recommande chaudement présente ainsi 10 destinées totalement différentes. Terminons comme ce sera le cas chaque semaine par un album réédité ou la sortie en librairie d'une intégrale que l'on retrouve avec plaisir. Sorti originellement en 2012 et 2013 sous la forme de 2 albums chez Glénat, nous retrouvons avec joie Ma vie posthume, œuvre que l'on doit au scénario de Hubert et au dessin de Zanzime. Ce duo, que l'on a redécouvert en 2019 à l'occasion de la sortie de l'excellent Podum, a longtemps collaboré ensemble, comme ce fut le cas sur La Sirène des Pompiers, Miss Patouche ou encore Yeux Verts. Avec Ma vie posthume, vous aurez compris qu'il va être question ici de mort, et même de mort vivant, puisque nous allons y suivre une vieille femme un peu sèche, Emma Doucet, qui va passer de vie à trépas sans pour autant rendre son dernier souffle. Mais ce n'est pas ici la seule bizarrerie, puisqu'il semble bien que cette femme sans histoire en apparence ait été assassinée pour une raison qui échappera au lecteur au premier abord. Le comble sera atteint quand Emma se rendra compte qu'en plus, elle n'est pas la seule dans ce cas, puisque son ancienne voisine, la pulpeuse et jolie Lynn, lorsqu'elle était jeune et vivante, est dans le même cas. En plus de proposer au lecteur un flashback sur sa vie et sur sa romance avec son ancien mari Pierre, décédé avant elle, va s'engager une enquête pour déterminer les raisons qui font qu'elles sont devenues des mortes vivantes et pourquoi on a essayé de la tuer. Comme souvent chez le duo Hubert-Zanzime, l'album est enlevé, il mélange savamment l'humour et un regard grinçant sur la société, tout cela avec le trait identifiable d'un Zanzime qui nous propose une galerie de personnages à la fois décharnés et coquettes. Les 2 tomes sont réunis ici pour une réédition qui fait 112 pages et qui propose en fin d'album un petit cahier graphique.
paru dans la collection Millefeuille des éditions Glénat. Si vous aviez loupé ce très bon diptyque au moment de sa parution il y a presque 10 ans, voilà l'occasion de le découvrir et on vous le dit tout de suite, vous allez passer un très bon moment de lecture. Ainsi se termine ce 112e épisode. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi avec intérêt cet épisode de notre podcast Le Bulleur jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram lebulleur.podcast pour y laisser vos réactions et vos commentaires et découvrir en images tous nos coups de cœur de la semaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes, d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Bonne semaine à vous, très bonne lecture et à la prochaine pour un 113e épisode de votre podcast qui parle de l'actualité des sorties en bande dessinée.